Bonsoir. Bon, ben, ce soir, je vais vous faire deux présentations. Une présentation sur les attaques physiques par injection de touches, appelées bas d'USB en général. Et une deuxième présentation après un atelier sur les honeypots, qu'est-ce qu'un honeypot, le concept en général. Donc moi, ben, je m'appelle Léo Mercier. Je suis à l'université depuis une session, c'est ma première session en bac informatique. Je travaille depuis plus d'un an et demi au centre gouvernemental de cyberdéfense, au ministère de la cybersécurité et du numérique, même endroit que Marc-André. Euh, donc voilà, on va commencer tout de suite par la première présentation. Donc là, c'est les attaques physiques par injection de touches, donc bad USB. Ok, donc dans un premier temps, on va voir comment et pourquoi ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qui est possible de faire avec ce genre d'appareil, les différents types de bad USB, puis une démonstration, l'atelier où vous allez pouvoir créer votre propre bad USB et repartir avec. Et peut-on s'en défendre? Alors, comment et pourquoi cela fonctionne? Alors, une attaque par injection de touches, ça consiste en l'injection de touches de clavier par un périphérique USB et donc dans le cas d'un bas USB, des commandes malicieuses. Ça fonctionne en se faisant passer pour tout type d'appareil d'interface humaine, USB, donc clavier, souris et stockage externe. Pourquoi ça fonctionne? C'est que les ordinateurs, par défaut, ils font confiance aux entrées de l'utilisateur, aux entrées clavier et souris. Il n'y a pas ou très peu de vérifications qui sont faites. Si un utilisateur ouvre l'invite de commande sur son ordinateur avec son clavier, par défaut, l'ordinateur va l'ouvrir sans poser de questions, sans plus de questions. Euh, donc, en émulant un clavier, c'est facile d'exécuter un éventail de fonctions malicieuses en se faisant passer pour l'utilisateur réel. Et tout périphérique USB doté d'un microcontrôleur pouvant être programmé peut servir de bas USB, donc exactement comme on vous a donné juste avant. Qu'est-ce qui est possible de faire? Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais en gros, c'était pour dire qu'il y a une infinité de possibilités. Euh, Tant que ça peut passer par des touches de clavier ou de souris, ça marche. Donc on peut voir quelques exemples. Donc on voit par exemple, là c'est sur les versions Windows 10, Windows 11. On peut voir le vol de mots de passe Wi-Fi. Tous les mots de passe et les noms des Wi-Fi auxquels vous êtes connecté avec votre ordinateur sont récupérables très facilement. On peut faire des blagues aussi, on voit le Rickroll, faire de l'exfiltration, récupérer les mots de passe des navigateurs aussi très facilement. Firefox, Chrome, tout ce qui existe. Là, on va regarder un exemple du voleur de mots de passe Wi-Fi. Donc là, on voit un exemple. Je vais essayer de montrer de façon dynamique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est sur donc l'appareil que vous avez en face de vous, programmé à l'aide d'un Arduino, de langage Arduino et de l'IDE sur l'ordinateur. Donc on peut voir les premières commandes. On peut voir Windows R pour ouvrir la petite fenêtre d'exécution en bas à gauche de l'écran. Et après, on vient ouvrir un invite de commande. Là, il essaye de le faire le plus discret possible, donc avec 15 colonnes et une ligne. Donc en fait, la commande va être super compressée et puis on la voit pas, elle est illisible. Ensuite, il se rend dans les fichiers temporaires. Et là, c'est la commande principale qui nous intéresse, c'est qu'il va exporter les clés les clés Wi-Fi enregistrées dans l'ordinateur. Ça permet de spécifier qu'on veut les voir en clair, puisque si on fait le reste de la commande sans préciser clear, il va nous donner juste les noms de tous les Wi-Fi qui sont enregistrés sur l'ordinateur. Ensuite, donc, il va stocker ce résultat-là dans un fichier XML, Wi-Fi pass, et il va faire une requête à un site webhook.site que vous aurez l'occasion de tester aussi tout à l'heure. Il va permettre juste d'aller faire un post sur un site internet sans devoir s'inscrire, juste pour voir le résultat. Et il va poster le fichier contenant les mots de passe. Donc on a une exfiltration des mots de passe. Et ensuite, il va effacer les traces en effaçant le fichier qu'il a créé juste avant et fermer l'invite de commande. Comme ça, c'est invisible, l'utilisateur ne le voit plus. Donc, les différents types de bas USB. On a l'USB Rubber Ducky. C'est un périphérique USB classique. La façon dont il fonctionne, c'est qu'une fois qu'il est mis sous tension, il envoie les commandes qui lui ont été programmées à l'intérieur dans un fichier qui s'appelle inject.bin qu'on met à l'aide de l'ordinateur dessus dans la clé USB, puis après on met. Donc il n'y a pas d'interaction une fois qu'il est dans l'appareil de la cible. Ensuite, il y a le Malduino, donc l'appareil programmable que vous avez devant vous,
qui lui offre plus de possibilités parce qu'il a tout un langage de programmation propre à lui, avec les boucles, les conditions et donc plus de possibilités. Le bas USB Wi-Fi, c'est l'équivalent du Malduino, donc programmable, sauf que lui offre l'option du protocole Wi-Fi. Donc une fois mis sous tension, il fait apparaître un hotspot Wi-Fi. Tu te connectes dessus et tu peux envoyer des commandes à distance. Tant que tu captes le Wi-Fi, tu peux envoyer des commandes à distance. Et le bas USB cable, donc c'est un câble de recharge ou de transfert de fichiers classique. Sauf que dans lequel a été inséré un Malduino, programmable aussi, et dans la majorité des cas, avec l'option Wi-Fi aussi pour pouvoir le faire à distance. L'USB Rubber Ducky, donc ça a été introduit en 2011 par la boutique Hack5. C'est un vendeur indépendant qui est spécialisé dans les outils de test d'intrusion. Il utilise un langage propre à lui qu'on appelle le DuckyScript. Il existe des sites internet qui permettent d'écrire du DuckyScript et le convertir dans le fichier .bin justement pour le mettre dans la clé USB. Il est en vente sur le site de Hack5. Et puis là, on a un petit exemple de code. Salut, vas-y. Donc on voit un petit exemple de code en bas à quoi ça peut ressembler. C'est très simple. On voit GUI R par exemple, c'est juste pour la commande Windows R. On voit string, c'est pour écrire quelque chose. Enter, delay, c'est pour mettre des délais dans nos commandes qu'on envoie. Ensuite, donc le Malduino contient, donc comme j'ai dit tout à l'heure, des fonctionnalités supplémentaires puisqu'il est programmable. Il est programmé à l'aide de l'IDE Arduino que vous allez devoir installer tout à l'heure pour l'atelier et de bibliothèques open source dont G-Keyboard qu'on va servir tout à l'heure pour émuler des touches de clavier. Wi-Fi, donc c'est le Malduino avec les capacités Wi-Fi. Il fonctionne comme normalement, donc c'est ça pour le transfert de fichiers pour la recharge, sauf qu'on peut à travers ça injecter des commandes. Bas USB cable, c'est pareil, sauf qu'il est dans un câble USB. En vente sur Hack5 aussi, c'est Hack5 qui fournit la plupart de ces outils-là. Ensuite, ben, je vais faire la démonstration juste après, puisque je vais vous laisser suivre tout le tuto, pas à pas, qu'il y a au tableau. Ça va permettre d'avoir la bonne installation nécessaire pour faire l'atelier. Et puis après, je vous montre le code qu'on va faire tous ensemble pour avoir votre propre bac USB. Ok, je vais passer à la suite en affichant au tableau le script que vous allez pouvoir récupérer, copier pour le programmer sur votre carte et puis l'essayer. Si je suis sur la bonne page... Ouais. Ok. Si c'est trop foncé, je vais le mettre dans le Discord de toute façon encore une fois. Si vous le voyez bien, vous pouvez commencer à le programmer et essayer de le téléverser sur la carte. Ben en fait, moi j'ai pas fait l'exemple avec les Wi-Fi là. Ce que j'ai lancé, c'est celui avec mon nom d'utilisateur. Mais attends, regarde. Donc, ce qui allait se passer, pour ce qui se passe, ceux qui ont réussi devant et derrière, ce qui allait se passer, c'est qu'ici, ils allaient recevoir la liste avec le nom des Wi-Fi auxquels ils se sont connectés et leur mot de passe en clair, pour s'ils ont choisi de l'envoyer en clair, et sinon crypté. Donc, maintenant qu'on a réussi à faire ça, est-ce qu'il est possible de s'en défendre? Parce qu'on a vu qu'on pouvait faire beaucoup de choses, plutôt graves si c'est utilisé à mauvais escient. Donc il y a trois solutions principales. C'est les bloqueurs de port USB. Donc c'est physique, c'est un bout de plastique qu'on enfonce dans les ports et ça dissuade l'utilisateur de mettre un périphérique USB. Le problème c'est qu'il peut être altéré physiquement. Tu peux le casser, tirer dessus et puis réussir à mettre le... Donc c'est qu'un moyen de dissuasion. Ensuite il y a les logiciels de surveillance de vitesse de frappe. Il y a certains outils comme Duck Hunter. Ils fonctionnent en arrière-plan tout le temps sur l'ordinateur. Et s'il repère une vitesse de frappe beaucoup trop rapide, qui n'est pas possible pour un humain, il va bloquer tout de suite les entrées. Le problème, là encore, c'est qu'il met un certain temps avant de détecter que c'est une vitesse trop haute. Et s'il y a une commande sensible qui s'est déjà exécutée, bah, c'est trop tard. Et sinon, autre chose, restreindre l'accès à l'invite de commande. Donc, quand l'utilisateur veut ouvrir son invite de commande, lui demander un mot de passe ou tout de suite le bloquer. Parce que comme on l'a vu dans les exemples, il ne demande pas de mot de passe, il l'ouvre. Et on a pu exécuter la commande pour les mots de passe Wi-Fi sans aucun bloquant.
Bon, bah là, c'est les sources pour le projet. S'il y en a qui veulent aller voir après, le PowerPoint sera mis disponible. Et ça, c'est les liens pour le club de cybersécurité.